Les catégories d'Aristote, chapitre 10, les opposés, suite. De plus, voici qui démontre que les choses énoncées par privation et possession ne sont pas opposées entre elles comme le sont les contraires. D'abord, pour les contraires entre lesquels il n'existe pas de moyen terme, il est toujours nécessaire que l'un des deux existe dans les choses où il est placé par nature, ou bien dans celles auxquelles on l'attribue. Et l'on se rappelle qu'il n'y a point d'intermédiaire pour les contraires, dont l'un des deux doit nécessairement se trouver dans le sujet qui les reçoit. L'on a cité pour exemple la maladie et la santé, le père et l'impair. On sait encore que pour les contraires qui ont des intermédiaires, il n'y a pas nécessité que l'un ou l'autre soit dans tout le sujet. Par exemple, il n'est pas nécessaire que tout sujet susceptible de blanc et de noir soit blanc ou noir, non plus que chaud ou froid. Rien en effet ne s'oppose à ce qu'il n'y ait ici des intermédiaires. Souvenons-nous de plus qu'il y a des intermédiaires entre les contraires, dont l'un ou l'autre ne doit pas exister nécessairement dans le sujet qui les reçoit, si ce n'est pourtant dans les choses qui n'ont qu'une seule qualité par nature. Pour le fer, par exemple, d'être chaud, pour la neige d'être blanche. Pour ces choses-là, il faut de toute nécessité que l'un des deux contraires leur appartienne spécialement, et non pas l'un ou l'autre au hasard, puisque le feu ne peut être froid et la neige ne peut pas davantage être noire. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire que l'un ou l'autre de ces contraires appartienne à tout le sujet qui les reçoit. Mais c'est nécessaire seulement dans les choses qui naturellement n'ont qu'un seul des contraires. Et alors ce contraire unique est en elles d'une manière déterminée et non pas indifféremment. On le voit donc, tout ce que l'on a dit jusqu'ici est inapplicable à la privation et à la possession. D'abord, il n'est pas toujours nécessaire que l'une ou l'autre se trouve dans le sujet qui les peut admettre. Ce qui naturellement n'a pas encore dû avoir de vue n'est pas appelé aveugle ou voyant. Ainsi donc, la privation et la possession ne sont pas au nombre des contraires sans intermédiaire. Elles ne sont pas non plus de ceux qui ont des intermédiaires, car il faut toujours nécessairement que l'un d'eux se trouve dans tout l'objet qui les reçoit. Ainsi, d'un objet fait par nature pour avoir actuellement la vue, on dit qu'il est aveugle ou qu'il a la vue, sans que positivement l'une de ces deux propriétés soit déterminée, l'une pouvant être aussi bien que l'autre, puisqu'il n'y a pas nécessité que l'être soit aveugle ou qu'il ait la vue, et qu'il peut indifféremment être l'un ou avoir l'autre. Loin de là dans les contraires qui ont des intermédiaires. On se rappelle qu'il n'y a jamais nécessité que l'un ou l'autre appartienne à tous les objets qui peuvent les admettre, mais ils peuvent appartenir à quelques-uns, et ces objets alors n'en ont qu'un seul d'une manière spéciale, et non pas indifféremment un des deux. Concluons donc qu'évidemment les choses énoncées par privation et possession ne sont opposées entre elles d'aucune des deux façons dont les contraires peuvent l'être entre eux. De plus, les contraires, dès qu'il y a un sujet qui les reçoit, peuvent se changer l'un dans l'autre, à moins que l'un des deux uniquement ne soit une nécessité physique, comme la chaleur dans le feu. En effet, l'homme bien portant peut devenir malade, le blanc peut devenir noir, le froid peut devenir chaud, le chaud peut devenir froid, le bon peut devenir mauvais, le mauvais peut devenir bon. Ainsi, l'homme pervers, ramené à de meilleures habitudes, à de meilleurs conseils, peut s'amender en quelques points, quelque léger qu'ils soient. Et s'il s'amende une fois, quelque peu que ce soit, il est évident qu'il changera complètement de conduite, ou qu'il recevra du moins une grande amélioration. Il acquiert de plus en plus de penchant à la vertu, et quelque légère que soit l'amélioration qu'il ait sentie dès le principe, il est probable qu'elle ne fera que s'accroître par le temps. Et les progrès continuant toujours, il finira, à moins que le temps ne l'arrête, par arriver à une manière d'être totalement différente de la première. Mais pour la privation et la possession, il est impossible qu'elles se changent jamais l'une dans l'autre.
De la possession, il peut bien se faire un changement en privation, mais il n'y a pas de changement possible de la privation à la possession. Quand on est une fois devenu aveugle, on ne recouvre pas la vue. Un homme chauve n'est jamais devenu chevelu, un édenté n'a jamais fait de dents. Les opposés qui le sont comme négation ou affirmation ne sont évidemment opposés d'aucune des façons qu'on a dites jusqu'ici. Mais pour ces choses et pour elles seules, il faut toujours nécessairement que l'un des deux soit vrai et l'autre fausse. Dans les contraires, il n'est pas toujours nécessaire que l'un des deux soit vrai et l'autre faux, ni dans les relatifs, ni dans les choses de possession et de privation. Ainsi la santé et la maladie sont des contraires, et cependant ni l'une ni l'autre n'est vraie ni fausse. Et de même pour le double et la moitié, qui sont opposés comme relatifs, ni l'un ni l'autre ne sont ni vrais ni faux, non plus que les choses de privation ou de possession, par exemple la vue et l'aveuglement. En général, les mots pris isolément n'expriment ni vérité ni erreur, et les mots dont on vient de parler sont tous pris sans combinaison. Toutefois, on pourrait croire que cette remarque s'applique surtout au contraire, exprimée avec combinaison de mots, et qu'ainsi Socrate est bien portant et contraire à Socrate est malade. Mais même pour les contraires de ce genre, il n'est pas toujours nécessaire que l'un soit vrai, l'autre faux. Si Socrate existe, l'un sera vrai et l'autre faux. Si Socrate n'existe pas, ils seront faux tous les deux, puisqu'en effet, si Socrate n'existe pas du tout, il ne peut être vrai ni qu'il soit malade, ni qu'il soit bien portant. Dans les choses de privation et de possession, quand l'objet n'existe pas, aucun des deux contraires n'est vrai. Et quand l'objet existe, il ne s'ensuit pas toujours que l'un soit vrai et l'autre faux. Ainsi, Socrate y voit. Socrate est aveugle, sont deux propositions opposées comme possession et privation. En admettant que Socrate existe, il n'est pas nécessaire encore que l'un des deux soit vrai ou faux, puisque si le moment naturel de la possession n'est pas encore venu, tous deux sont faux. Et si Socrate n'existe pas du tout, les deux assertions sont également fausses, qu'il est aveugle ou qu'il y voit. Au contraire, pour la négation et l'affirmation, que l'objet existe ou n'existe pas, il faut que l'une soit fausse et l'autre vraie. Soit, par exemple, l'affirmation « Socrate est malade » et la négation « Socrate n'est pas malade ». Si Socrate existe, il faut nécessairement que l'une soit vraie et l'autre fausse. Et il en est encore de même s'il n'existe pas. S'il n'existe pas, être malade est faux, n'être pas malade est vrai. Ainsi donc, les choses qui sont opposées comme négation et affirmation ont seules cette propriété spéciale que l'une des deux doit toujours être fausse ou vraie.